Le nom de Pocket Mirror est assez réputé dans le milieu des Horror RPG Maker. Là où beaucoup de jeux se contentent d'utiliser les assets présents dans le moteur de jeu, ou rajouter éventuellement quelques petits détails rendant un design plus propre à l'œuvre, Pocket Mirror possède clairement une esthétique unique qui a contribué à son succès. Dans un style à la fois onirique et victorien, très coloré dans les zones du début, se voulant chaleureuse, plus l'on progresse dans l'aventure et plus l'univers est obscur, sale, cassé, jusqu'à être humide et étouffant, puis totalement majestueux, rendant ce jeu véritablement unique pour ses détails qui font son identité. Influencé par de grands noms comme Ib ou Witch's House, mais aussi par des œuvres variées issues de la culture japonaise, comme l'anime Puella Madoka Magica, le manga Rosen Maiden, ou encore le jeu Alice Madness Return, les développeurs ont su faire un mélange intéressant qui rend leur jeu si particulier. On garde ici les classiques pièges mortels de Witch's House, la narration paranoïaque de Ib, avec bien évidemment le lot d'énigmes qui font le succès de ces jeux, le côté kawaii gore de Puella Madoka et l'esthétique poupée et air victorienne et noble de Rosen Maiden et de Alice Madness Return. Développé par le studio indé Astral Shift, la première démo de Pocket Mirror apparaît en 2014, avant de sortir officiellement en tant que freeware milieu 2016, et le jeu est rapidement remarqué et apprécié pour ses graphismes, ses musiques et surtout son histoire énigmatique, entremêlant amnésie, délire psychologique, magie noire et manipulation. L'intrigue du jeu est la suivante. Les événements de Pocket Mirror prennent place dans un monde mystérieux où le joueur doit guider le personnage principal dans sa quête pour retrouver sa véritable identité. Pour cela, elle devra traverser des moments autant dramatiques qu'amusants et rencontrera plusieurs personnages durant tout le jeu. L'histoire du jeu repose sur le symbolisme et les indices dissimulés tout au long de l'aventure, le tout divisé en deux sous-intrigues principales, bien qu'il existe de nombreuses sous-intrigues supplémentaires, moins pertinentes à découvrir. Pocket Mirror nous fait donc incarner une jeune fille se réveillant dans une pièce étrange, ne connaissant ni son nom, ni l'endroit où elle se trouve. À côté d'elle se trouve un petit miroir de poche, ainsi qu'un autre plus grand sur un mur proche. En interagissant avec, la jeune fille est choquée de voir qu'elle n'a pas de reflet. Ce sera là le point de départ de notre aventure dans Pocket Mirror, comprendre qui est le personnage que nous jouons et pourquoi elle a perdu la mémoire. Pour y arriver, il faudra résoudre diverses énigmes dans des pièces déroutantes, tout en devant éviter la mort nous guettant au travers de pièges variés, tentant de barrer notre progression, ou bien en faisant attention à nos actions envers les différents personnages que nous allons rencontrer tout au long du jeu, qui représentent un danger pour la vie de notre héroïne. En fonction des choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas, qui nous sauvons ou non, de bonnes comme de mauvaises fins pourront être débloquées. Le remake de Pocket Mirror est sorti en mai dernier et propose des graphismes améliorés ainsi qu'une nouvelle fin. Le jeu n'est pas très cher et est vraiment une excellente porte d'entrée pour découvrir les Horror RPG Maker ou même simplement pour découvrir un jeu original et prenant. Garde tes souvenirs dans ton cœur, ne t'en sépare jamais, tu m'entends? Tels sont les premiers mots de Pocket Mirror. S'ensuit le réveil d'une jeune fille inconnue dans une pièce à l'atmosphère particulière, apaisante et mystérieuse. À ses pieds se trouve un petit miroir de poche, un objet lui appartenant qui lui est très précieux. Vous l'aurez deviné, le miroir est un élément essentiel de Pocket Mirror. Il servira régulièrement pour résoudre des énigmes et permettra de débloquer diverses fins lors d'une course-poursuite. En se dirigeant vers la porte, on remarque qu'elle est fermée. Il faut donc explorer un peu plus la pièce, et c'est en interagissant avec le grand miroir que l'on est surpris de voir que la silhouette de la jeune fille n'est pas reflétée dans le miroir. En s'en approchant à nouveau, une bille rouge est visible derrière. La récupérer a pour effet d'ouvrir la porte qui était auparavant fermée, nous permettant d'accéder à une zone centrale entourée de diverses portes et avec des trous en son milieu. Il y a aussi une boîte à musique nous permettant d'enregistrer notre progression. En interagissant avec l'un des trous, on peut y insérer la bille, débloquant la porte vers le bas. Elle mène à une zone étrange avec des gribouillis d'enfants et une poupée malsaine qui semble bouger toute seule. En explorant la pièce, on trouve la bille verte, qui une fois placée débloque la porte de droite. Celle-ci est beaucoup plus sombre. On y trouve une lettre de quelqu'un implorant pour qu'on ne l'abandonne pas. Après quoi, une plume écrit toute seule sur un bureau. En poussant ce dernier, nous faisons malheureusement tomber cette plume, qui se casse et déverse une flaque d'encre sanglante par terre. Derrière le bureau se trouve une ouverture. En y plongeant la main, la jeune fille se fait attraper le bras, mais parvient à se libérer et obtient la bille violette, qui débloque la porte du haut. Il s'agit d'une pièce illuminée où un étrange individu nous demandera à quoi ressemble le ciel, échange de quoi il nous donnera une bille bleue. Cette bille active la porte de la toute première pièce, qui est désormais ensanglantée. Un doigt mutilé se trouvant même par terre, pointant en direction du mur. Sur ce mur est écrit une énigme,
Sous les rayons du soleil, entre eau et feu, je t'attendrai, sur la face cachée de la lune. Cette énigme nous indique de vérifier la fenêtre avec un lambeau, où nous trouvons la dernière bille, la jaune. En insérant le miroir de poche dans le trou central, un escalier apparaît. En l'empruntant, la jeune fille accède à une annexe où se trouve une poupée étrange surnommée Joker. Il y a divers livres abîmés, et à l'étage se trouve un livre racontant l'histoire d'une jeune fille pauvre, ayant entendu la rumeur d'une personne cachée dans les bois accordant des vœux. Après quoi, la poupée se lève et traverse un miroir. Approcher du miroir aura pour effet d'absorber la jeune fille, l'emmenant dans une zone lumineuse, colorée de jaune et de rouge, avec plusieurs citrouilles parlantes. Cette première zone résume bien ce que Pocket Mirror va nous réserver, des énigmes intrigantes disposées dans des zones aux thèmes changeants, et où l'ambiance peut passer du mignon et rassurant à obscur et oppressant. La zone suivante le résume bien, celle des tableaux, où en arrachant l'œil d'une des peintures parlantes, sur demande d'un autre tableau, la jeune fille se fera poursuivre par une créature ombrageuse, dont la seule issue est la porte d'entrée, qui évidemment sera fermée, ne manquant pas de nous donner un gros coup de pression. En retournant dans l'exposition, elle sera plongée dans l'obscurité, et une ambiance humide et malaisante se fera ressentir. Une fois cette énigme terminée, elle obtient un œil, puis un second en apportant de la lumière à une femme cachée, ce qui lui permet de libérer un passage bloqué par des statues. Là se trouve un couloir sombre, où un objet étrange sera ramassé, découvert en or, qui sont les premiers régalia. En prenant la porte du dessus, la jeune fille rencontrera la reine Aigliette, une poupée tyrannique qui n'hésite pas à tuer les personnes qu'elle n'apprécie pas. Elle nous demande quel est son plat préféré et nous invite ensuite à son bal. Son bal est tout aussi malsain, avec des lapins et renards qui dansent pour leur vie. Il faudra d'ailleurs aider un de ces couples à retrouver leurs membres, s'étant fait arracher lors d'une embuscade conspirée par les autres danseurs, jaloux des talents du couple. Durant cette recherche, elle fera la rencontre d'une poupée lui posant des énigmes. Une fois toute résolue, le clown nous donnera une clé et nous posera une dernière énigme. Qu'est-ce qui se brise si on ne la tient pas? Énigme à laquelle elle ne pourra répondre, devant trouver la réponse durant son aventure. On peut supposer qu'il s'agit de la mémoire et des souvenirs. Une fois le couple sauvé, la pièce du dessus est accessible. Cette pièce est remplie de livres et documents contenant du lore, et surtout se trouve plus haut le premier théâtre d'un genre de démon en citrouille, nous racontant de façon abstraite l'histoire de Aigliette et d'une étrange fille pour l'instant inconnue. Mais la séance est abrégée à la suite d'un cri retentissant dans la salle du bal. En y retournant, la jeune fille est choquée de tomber dans un endroit sombre et sanglant, où seuls dansent Monsieur Lapin et Madame Renard, s'étant vengés de ceux les ayant piégés et mutilés. La jeune fille fuit donc vers la dernière porte, celle de droite, se retrouve dans un hall avec plusieurs chats majordomes, dont un lui donnera un sucre d'orge. En sortant, elle arrivera dans la salle du trône de la reine Aigliette, cette dernière ordonnant à ses gardes de la tuer avant de partir par une porte se trouvant plus haut. Un peu avant le trône se trouve une potion lui permettant de reprendre sa taille d'origine, pouvant ainsi se défendre contre les gardes en les piétinant. En prenant la porte derrière le trône, nous arrivons dans une zone de nouveau obscure. En progressant, on retrouve le corps crucifié de la reine Aigliette, planté à coups de ciseaux avec une note attachée. Plus loin se trouve un coffre dans un jardin. Une fois la clé trouvée via la résolution d'une énigme, on est plutôt étonné de trouver non pas un objet, mais une jeune fille. Il s'agit de Fleta, un personnage enfantin et colérique, dont la poupée n'est autre que Aigliette. Elle sera évidemment sous le choc de retrouver sa poupée mutilée ainsi, mais notre personnage se proposera pour la recoudre. Ainsi, les deux jeunes filles partent donc vers la maison de Fleta. Elle traverse un labyrinthe qui frustrera beaucoup Fleta. Elle pourra d'ailleurs décider d'arrêter de suivre la jeune fille si le joueur insiste pour aller voir le roi des citrouilles, Fleta ne l'aimant pas vraiment. Une fois arrivée à sa maison, Fleta proposera divers jeux à la jeune fille, jeux qu'il est possible de perdre ou de gagner, ce qui aura une influence directe sur la fin du jeu. Le dernier de ces jeux est un cache-cache, où il faudra interagir avec un certain miroir, car si Fleta trouve la jeune fille, ce sera la mort pour elle. Le miroir ramène dans une pièce cachée dans laquelle se trouve une lettre, la Liebesbrief. En la lisant, Fleta fait irruption dans la pièce et nous enfermera dans le grenier pour nous punir de notre intrusion. Le grenier est sombre et rempli de jouets. Une énigme nous demandera de brûler une poupée qui a volé un objet à une sorcière. Après quoi, les jouets se mettront à nous poursuivre. Une fois saine et sauve, la jeune fille arrive dans un jardin où le dernier des jeux de Fleta se trouve, les chaises musicales. Perdre au jeu provoquera la Dead End porcelaine, où elle est forcée de rester amie pour l'éternité avec Fleta. La victoire permet donc de continuer l'histoire, et en fonction de nos actions, il sera possible d'obtenir 2 régalia. Fleta se brise en morceaux, laissant la jeune fille seule dans un environnement totalement noir. Plus haut se trouve un trou. En se jetant dedans, nous arrivons dans un puits. En allant vers la gauche et en entrant dans un miroir, la jeune fille arrive vers un labyrinthe d'illusions où elle se fera poursuivre par une fille étrange et ses clones. L'écran vire au noir,
et on la retrouve se réveillant par terre aux côtés d'une jeune femme mystérieuse. Elle semble malgré tout gentille et attentionnée. Elle nous révèle s'appeler Harpé et nous explique que nous nous trouvons dans son manoir. La questionner sur notre précédent assaillant n'aboutit à rien et Harpé nous invite à nous reposer et à boire du thé avec elle. Elle emmène la jeune fille dans un salon et Harpé lui explique qu'elle veut l'aider à la faire sourire, à la protéger et lui offre même un gilet rouge. Mais malgré tout, elle semble assez étrange et insiste pour que l'on boive son thé avant d'aller en rechercher. La jeune fille est maintenant seule et peut explorer la pièce. Un bruit lourd se fait entendre et si elle prend trop de temps, elle finira par s'endormir. Harpé arrivera alors, expliquant qu'elle prendra bien soin d'elle, ce qui provoquera un game over. Il faut donc partir d'ici, monter les escaliers pour arriver dans un couloir malsain rempli de portes fermées d'où proviennent des pleurs. Dans ce couloir se trouve une bibliothèque remplie de lettres et de livres donnant du lore. On y trouve entre autres des rouleaux de cire, pouvant être écoutés sur un gramophone, ainsi qu'un livre avec une photo étrange, sur laquelle semble se trouver la jeune fille que nous jouons. Dans le couloir se trouve aussi un jeune homme enfermé, nous suppliant de l'aider à ouvrir la porte, prétextant entendre des voix étranges à l'intérieur. Il nous décrit une énigme complexe, après quoi la jeune fille doit se diriger dans le noir et bouger dans certaines directions en fonction de différents bruits, ce qui nous permet d'obtenir une clé et d'ouvrir la porte. À l'intérieur, il n'y a rien d'autre qu'un rouleau de cire, mais surtout se trouve une peinture de la jeune fille, montrée comme une religieuse faisant face à un autel. Il faut vite partir d'ici, sinon elle se fera emporter par les voix. En continuant dans ce couloir, d'étranges fantômes parleront, dont un qui lancera une bouteille depuis une porte. En parvenant enfin à sortir, la jeune fille retombe sur Harpé, qui l'emmènera dans un autre salon pour prendre du thé. Durant ce dialogue, Harpé nous propose de l'accompagner pour chercher un bouton, remarquant qu'il en manque un sur le gilet qu'elle a offert à la jeune fille. Accepter sa proposition aura pour effet de provoquer la seconde bad endings du jeu, Blindness, dans laquelle la jeune fille est manipulée et contrôlée par Harpé, qui souhaite la protéger en la privant de sa liberté. Il faut donc évidemment refuser sa proposition, laissant Harpé repartir seule chercher un bouton de gilet. La jeune fille peut donc explorer cette nouvelle pièce, où une porte étrange se trouve au nord. Dans cette pièce se trouve un grand miroir. En s'y approchant, une jeune fille apparaît, une fille ressemblant trait pour trait à notre personnage. Elle explique s'appeler Angel et être elle, qu'elles sont toutes les deux la même personne, unies par un lien spécial, comme les pétales d'une même fleur. Elle lui explique que le sort a toujours essayé de les séparer et qu'elle doit la rejoindre au plus vite avant de disparaître du miroir. La jeune fille retourne dans le salon et nous sommes surpris de voir que la porte de laquelle nous venons est maintenant remplacée par un grand tableau. Harpé se trouve elle aussi dans la pièce et semble énervée de voir que l'on a parlé à cette fille du miroir avant de nous demander de la suivre pour qu'elle puisse nous accompagner en lieu sûr. Harpé descend une série d'étages, mais nous devons prendre la porte marquée d'un 3 afin de pouvoir continuer le jeu. Ici se trouve une grande zone avec un couloir faisant une boucle et entouré de plusieurs pièces. Dans l'une d'elles se trouve une salle de bain avec plusieurs miroirs et éviers. Dans l'un d'eux se trouve un chapelet et le prendre aura pour effet de faire apparaître un liquide noir dans la baignoire, d'où une silhouette de servante sortira et s'en prendra à la jeune fille. Tout en haut se trouve une pièce où une soirée se déroule. Elle est composée de plusieurs personnes semblant aisées, mais étant aussi invisibles, distinguables seulement par la couleur de leurs vêtements. La soirée se déroule bien, jusqu'à ce que les lumières se coupent, plongeant la pièce dans le noir. Lorsqu'elle se rallume, un des invités est à terre, un meurtre vient d'être commis. La jeune fille doit maintenant trouver le coupable de ce crime. Pour cela, elle va devoir discuter avec les différents invités afin d'obtenir des indices. Quand le joueur pense avoir trouvé le coupable, il faut se rendre devant la salle du crime et parler au majordome, lui annonçant que nous savons qui est derrière ce meurtre. Ici, peu importe la réponse, la jeune fille ne sera pas crue et finira par être jetée dans une pièce sombre. Le lieu est plongé dans le noir et l'on peut entendre une fille sangloter. En poussant les rideaux, un objet tombe du ciel. Il s'agit de la même photo de la famille de la jeune fille, mais davantage gribouillée. La clé finit par apparaître à côté du bureau, nous permettant de sortir et de retourner au couloir menant à la bibliothèque. Là, si le joueur a trouvé les 5 rouleaux de cire, il est possible de les faire jouer pour entendre des dialogues provenant de la famille de la jeune fille. En retournant jusqu'au grand escalier, il faut atteindre la porte marquée 4 afin d'arriver dans un salon composé de 2 pièces. En entrant dans celle de gauche, on peut y entendre quelqu'un toquer contre le mur. En allant dans celle de droite, la jeune fille est choquée de voir des statues d'anges mutilées et ensanglantées. Le bruit est toujours présent, il faut donc revenir dans la pièce principale et déchirer la tapisserie au centre afin de révéler un escalier montant. Au bout se trouve une grande pièce baignée dans la lumière de la lune. Harpé est là aussi, affaiblie par terre. La jeune fille propose son aide, mais Harpé refuse, elle ne veut pas être un fardeau pour elle. En se relevant, elle propose à la jeune fille de la guider jusqu'à sa chambre afin qu'elle puisse s'y reposer. Les 2 filles marchent et arrivent dans un genre de débarras.
En voulant ouvrir le passage, Harpé, qui souffre de cécité, est surprise de se cogner dans différents meubles qui n'étaient pas là auparavant. Quelqu'un les a déplacés. Dans la salle suivante, elle se repose un petit peu, et nous en apprenons davantage sur Harpé, expliquant qu'il lui est impossible d'accepter son passé et que ses souvenirs lui sont précieux. Plus haut se trouve un ascenseur qu'il faut emprunter pour continuer. Mais l'ascenseur se casse et chute vers le bas, s'ouvrant vers un sous-sol totalement sombre. Harpé interdit à la jeune fille de sortir, lui expliquant qu'il s'agit d'une voie sans issue, mais elle refuse et sort tout de même. Le lieu est poussiéreux et délabré. Plus bas se trouve une porte verrouillée, où il faut placer des clés flûtes afin de créer une mélodie. C'est alors que Harpé revient, totalement sombre, semblant devenue folle, et frappe la jeune fille avant de partir vers la porte. Derrière cette porte étrange se déroule une animation en noir et blanc, très énigmatique. La jeune fille se retrouve ensuite face à un nouveau théâtre du démon, nous racontant l'histoire de Harpé. Une fois terminé, un ascenseur s'ouvre et nous emmène dans la chambre de Harpé, en souffrance. Harpé se brise et plonge la pièce dans le noir complet. Si le joueur est parvenu à l'apaiser, elle nous offrira son régalia, une brosse. Il faut maintenant descendre en suivant des pétales bleus, afin d'y trouver la deuxième partie de la Liebesbrief. Plus bas se trouve un dock. Un bateau apparaît alors sur le rivage, et en grimpant dedans, la jeune fille a une illusion où elle discute avec elle-même, révélant qu'elle a peur de découvrir la vérité. En débarquant de l'autre côté, nous arrivons dans un genre de lieu abandonné, avec des affiches annonçant le Midnight Circus. Au bout se trouve une corde, et tirer dessus aura pour effet de faire tomber des ciseaux, pouvant tuer la jeune fille, et un passage s'ouvre plus haut. Une affiche s'y trouve, la lire a pour effet de révéler un nouveau passage plus bas, où se trouve une citrouille sans visage. Il faut donc remonter et chercher un ciseau pour lui en créer un, afin qu'elle puisse parler. La citrouille nous explique qu'elle nous attend. En progressant dans le couloir, la citrouille devient de plus en plus insolente, jusqu'à ce que la jeune fille la lance par terre, après quoi elle semble s'évanouir, avant de se réveiller dans une chambre délabrée. Un dessin de la jeune fille se trouve sur le bureau, puis quelqu'un vient frapper à la porte, avant de repartir en disant qu'elle doit sans doute dormir. La jeune fille parvient à ouvrir la porte et retombe dans la même pièce, seul le dessin change. Au bout de plusieurs traversées, la lumière se brise, et la jeune fille se retrouve face à des miroirs présentant Angel. Elle révèle qu'il ne reste plus beaucoup de temps et qu'elle doit se dépêcher de la retrouver. Angel indique aussi qu'elle commence à bouger, après quoi la jeune fille se fait attaquer par derrière. Elle se réveille attachée à une chaise dans une salle de dîner. La fille mystérieuse s'appelle Lisette. Elle semble avoir attendu longtemps, très longtemps, de rencontrer la jeune fille. Lisette est impulsive et ne souhaite que la mort de notre personnage. Angel apparaît alors sur un miroir, mais Lisette le brise. La jeune fille ne peut pas parler, se faisant couper la parole par Lisette, mais elle parvient finalement à la raisonner en lui expliquant qu'elle s'était rappelée de son nom. Étrangement, elle libérera la jeune fille, qui parviendra à traverser le miroir brisé, arrivant face à une crevasse profonde d'où une corde descend. La descente nous fait traverser un puits psychédélique, une illusion devenant de plus en plus malsaine au fur et à mesure de la descente, jusqu'à ce que la corde soit coupée à coups de ciseaux, faisant chuter la jeune fille au fond de l'eau. Elle parviendra à nager jusqu'à un escalier en bois, et des lettres venant de l'eau viendront menacer la jeune fille. Une dernière lettre, semblant venir de la reine Aigliette, est un peu plus douce, suivie d'une autre venant de Harpé. Ces lettres semblent parvenir à faire réagir la jeune fille, lui permettant donc de remonter l'escalier et d'arriver dans un lieu avec des cages, où des clones de Lisette sont enfermés. En interagissant avec le clone de droite, elle nous hurle fébrilement dessus, réclamant le miroir de poche, puis une scène étrange se produit. Le clone dit que la jeune fille ne veut pas admettre la réalité, qu'elle doit mettre fin à ses petits jeux, après quoi la jeune fille se transforme brièvement en Lisette, se faisant entourer de plusieurs clones de notre personnage qui se moquent d'elle. Le personnage s'enfuit vers la gauche et, reprenant son apparence, arrive dans un couloir luxueux mais dégradé et sale. Des draps sont présents et agiront comme déclencheurs de peur, faisant office de jumpscare et cachant des choses qui s'en prendront à la jeune fille en lui lançant divers objets. Une silhouette de notre personnage pendu sera visible et la poupée de Joker tombera même du plafond. Elle arrivera finalement derrière un drap, puis se fera entourer par des silhouettes de Lisette. Elle prendra d'elle-même la porte du dessus, l'emmenant dans un endroit où une énigme avec une lumière rouge et bleue se trouvera. Utiliser les miroirs pour refléter les lumières révélera 2 tombeaux dans lesquels se trouve Lisette. Le côté gauche de couleur rouge représentera la colère, le côté droit en bleu montrera la tristesse. En cumulant les 2 rayons, un dernier tombeau sera révélé, avec Lisette toujours dedans, se trouvant en droite, les rayons formant complètement sa personnalité et ce qu'elle ressent. Les tombeaux de verre se brisent, laissant se libérer les Lisettes, fondues au noir. La jeune fille se trouve à nouveau dans un endroit inconnu,
ces lieux devenant de plus en plus humides et sales à mesure qu'elle s'engouffre vers la vérité. Ce lieu, appelé Cerbère, cache une nouvelle fois des Lisettes dont l'une d'entre elles semble souffrir. La seule en mesure de parler s'énerve et coupe la parole de la jeune fille. Elle l'accuse de s'en être pris à Lisette et lui reproche de ne jamais rien donner, symbolisant cela par le fait que la Lisette de gauche semble souffrir de faim. La jeune fille lui donne alors le sucre d'orge, indiquant vouloir l'aider, suite à quoi Lisette disparaît. La suite de la zone est composée de divers moments oniriques et déroutants, où la jeune fille change d'apparence, voire de personnalité. Elle arrive finalement dans la cour d'un cirque, où se trouve à nouveau le Strange Boy, qui lui présente le théâtre de Lisette. Il y a d'ailleurs une référence intéressante au voyage dans la lune, visible sur le chariot. Mais cette pièce est interrompue par l'arrivée de Lisette, qui s'en prend à la jeune fille. Ici, nous avons un choix, dont l'un nous provoque une dead end. S'ensuit une course-poursuite intense où Lisette et ses clones tenteront d'attraper la jeune fille. Finalement, à bout de souffle, la jeune fille tombe à terre et Lisette, se rapprochant dangereusement, finit par, non pas par l'attaquer, mais semble fusionner en elle. Un nouveau choix nous est possible, celui de l'aider. Répondre oui nous permettra d'atteindre la good ending, alors que répondre non provoquera la mauvaise fin. Après ce choix, beaucoup de choses se déroulent. La jeune fille se fait attacher par des chaînes, puis se fait écraser par des mains gigantesques, étant a priori celle de Lisette, avant d'entrer dans une bouche. Elle traverse une zone organique, puis un couteau vient créer un passage dans lequel se trouvent d'autres lettres, ouvrant une porte invisible derrière laquelle se trouve une imposante église. L'intérieur est rempli de fleurs, ainsi que des clones de Lisette qui sont face à un cercueil dans lequel se trouve le corps de la jeune fille. Là, la vue se brise et laisse place à une Lisette gigantesque, écrasant de sa main la jeune fille. La jeune fille se réveille dans un labyrinthe de miroirs. Le but ici est de trouver une paire de ciseaux, puis de trouver un miroir n'ayant pas de réflexion. Mais évidemment, plusieurs Lisettes se cachent ici et tenteront d'arrêter la jeune fille. Une fois la paire récupérée et le miroir traversé, il faudra en traverser un autre, nous menant face à une Lisette attachée contre un miroir. Après la disparition de Lisette, la vue, contrairement à d'habitude, ne se brise pas, mais aveugle par une lumière vive. La jeune fille se retrouve alors dans une maison propre et lumineuse, très chaleureuse, où vont se trouver tous les personnages qu'elle aura sauvés. Dans une de ces pièces se trouve un grand miroir caché d'un drap, d'où la jeune fille appelle Angel. Cette dernière parvient à briser le miroir et y emmène notre personnage. Angel raconte qu'elle se sent soulagée et l'invite à la suivre afin de pouvoir une bonne fois pour toutes sortir. D'étranges événements se passent, provoqués par le Strange Boy, ce qui énerve beaucoup Angel, qui ne parvient pas à se contrôler, et finit par laisser la jeune fille seule, lui indiquant qu'elle doit régler quelque chose. En la suivant, une étrange salle apparaît. Dedans s'y trouve un miroir imposant, nous montrant le théâtre de Angel. Ici, nous y apprenons son histoire, l'histoire d'une jeune fille créée uniquement dans le but de voler le miroir de poche. Angel fut créée de toutes pièces par le Strange Boy, afin de tromper notre personnage pour lui voler son miroir, en échange de la vie et de la liberté. La jeune fille est choquée de voir que celle qu'elle pensait être son amie n'avait que pour objectif de lui voler son bien. Elle finira par la confronter, et selon nos actes et nos choix durant tout le jeu, l'une des 5 fins se déclenchera. La fin Platinum est la fin la plus commune, celle que la majorité des joueurs obtiendront durant leur première run du jeu. Pour y accéder, il faut avoir un set de Regalia incomplet. Les Regalia sont les objets que les personnages de chaque zone nous offrent en fonction de nos actes. Par exemple, les ciseaux de Lisette sont un des Regalia. La jeune fille se rend compte du véritable objectif de Angel, et reprenant le contrôle de son esprit, se rend compte que Fleta, Harpé et Lisette ne sont en réalité que des réflexions d'elle-même, mais elle ne parvient pas à retrouver sa véritable identité. Étant donné qu'elle est incapable de se reformer complètement, elle crée une illusion d'elle-même. Cette illusion est Platinium, une pseudo-déité dont le but est de fusionner avec toutes les personnalités, ainsi qu'avec Angel. Elle finit par la transporter face à un trône où se trouvent Fleta, Harpé et Lisette, et l'invite à les rejoindre. Cette fin est assez énigmatique, étrange, et nous présente l'un des problèmes auxquels est confrontée la jeune fille, le trouble de la personnalité et plus généralement la maladie mentale. On reviendra sur cela plus tard, mais concrètement, notre personnage est malade et souffre. La fin Little Goodies to Choose est l'une des plus intéressantes et nous permettra d'en apprendre beaucoup. Pour obtenir cette fin, il faudra obtenir tous les Regalia.
La jeune fille confronte à nouveau Angel. Elle se transforme et arbore un voile de prêtresse, lui expliquant qu'elle sait que Angel n'est pas son nom. Cette fois-ci, elle l'incite à la rejoindre, lui disant qu'à deux, elles peuvent tout de même partir. Angel s'énerve, réclamant le miroir, et fait apparaître une faux. Elle commence alors à pourchasser la jeune fille, qui tente d'atteindre le miroir de poche, se situant en réalité plus haut. Le but ici est d'atteindre l'objet avant Angel. Une fois récupérée, les Regalia se placent sur 3 miroirs. La jeune fille explique qu'elle accepte Angel et qu'elle doit l'accompagner, mais Angel refuse et continue de s'énerver. Elle finit par s'excuser et lui demande de lui révéler son vrai nom lorsqu'elle l'aura découvert. Le Regalia de Angel apparaît et se place sur le dernier miroir qui permet d'ouvrir la porte. La scène suivante s'ouvre sur une maison dans la nature, inondée de soleil. On y retrouve la jeune fille enfant qui rejoint sa mère pour lui montrer des chaussures qu'elle a trouvées. La mère s'appelle Elise et dit à sa fille de faire attention. Mais le plus important ici, c'est qu'elle l'appelle par son prénom, Goldia. La jeune fille s'appelle Goldia. Cette fin est celle qui nous apporte l'information la plus primordiale, car elle répond à notre question la plus importante, celle de l'identité de la jeune fille, l'identité de Goldia. Cette fin semble étrange du fait de l'âge de Goldia. Elle est bien plus jeune que celle que nous jouions. Plusieurs hypothèses peuvent se faire, mais la plus probable est celle affirmant que Goldia a remonté le temps avant que des événements tragiques ne se soient déroulés. De mon point de vue personnel, cette fin n'est pas celle que je considère comme canon. Le côté retour vers le passé me semble étrange, et l'on verra par la suite que simplement retourner dans le temps ne peut pas tout résoudre. Ainsi, celle que je considère comme canon est la suivante. La fin Down nécessite les mêmes actions que la fin Little Goody Two Shoes, sauf qu'ici Goldia doit laisser Angel atteindre le miroir. Cette dernière se moque de Goldia, lui disant qu'elle était naïve et que elle pourra devenir une réelle fille. Malgré tout, elle commence à se briser et finit par disparaître. Car en effet, Angel ne reste que la création du Strange Boy, un être manipulateur qui lui a donc fait croire que le miroir lui permettrait de vivre. Mais Angel n'est pas la seule à se briser. Le 4e miroir se casse à son tour. Malgré tout, la porte s'ouvre et Goldia y entre. Goldia se réveille dans une chambre. En l'explorant, on trouve sur son bureau un rapport médical, le sien. On y apprend qu'elle se trouve dans un hôpital psychiatrique et on peut y lire son diagnostic qui est assez compliqué, avec entre autres un trouble dissociatif, une démence précoce et de la folie. Les termes peuvent sembler très durs, et ils le sont, mais il ne faut pas oublier la date visible, qui est 1878. En s'approchant de la fenêtre, Goldia admire l'extérieur et sourit, tout en tenant le miroir de poche auprès d'elle. Elle semble donc guérie de ses problèmes, et l'avenir est prometteur. Mais le fait que le miroir de poche soit toujours présent et en sa possession pourrait indiquer que la malédiction est toujours en elle, qu'elle n'est pas vraiment libre. Witching Hour. Cette fin est assez particulière étant donné que pour l'atteindre, il ne faut ramasser aucun des Regalia. A l'inverse des autres fins, Goldia ne se transforme pas, mais Angel va tout de même la poursuivre pour récupérer le miroir. Après avoir passé les escaliers, l'environnement tourne au noir complet et Angel disparaît après avoir de nouveau demandé le miroir. Là, une citrouille arrive et demande à Goldia de la suivre, nous menant jusqu'à une genre de scène où se trouve le Strange Boy. Il utilisera ses pouvoirs pour attacher Goldia à une chaise et ira même jusqu'à lui coudre la bouche pour l'empêcher de parler. C'est à ce moment-là qu'il lui présentera un théâtre grotesque, où chacun des personnages sera brutalement tué tout en se faisant ridiculiser et moquer par le démon. La première des victimes est Fleta, en compagnie d'Aigliette, qui sera jugée comme idiote, stupide, avant de se faire éclater contre une porte. La suivante est Lisette, qui apparaît crucifiée sur une grande croix de bois, déjà ensanglantée. Lisette est doucement torturée, tandis que le démon se moque du fait que personne ne croyait en son innocence, avant de disparaître. La prochaine à être torturée est Harpée, qui est montrée entourée de 5 grandes épées. Elle est critiquée car elle essayait de toujours paraître calme et de se comporter comme la fille que ses parents ont toujours voulu avoir. Finalement, les épées pointent en sa direction et la traversent de part en part, la tranchant en deux. Et la dernière à subir les sévices du Strange Boy n'est autre que Angel. Elle apparaît comme les autres, attachée par des fils de pantin, et tandis qu'elle crie sur le démon, l'accusant de l'avoir trahi et manipulé, ce dernier fait apparaître des épines dans sa bouche, la tuant sur le coup. Le Strange Boy, après avoir massacré chacune des filles, finit par s'approcher de Goldia, lui disant de venir avec lui, réclamant son âme. La nouvelle version de Pocket Mirror n'a pas qu'apporté une refonte graphique, mais aussi une toute nouvelle fin,
Appelée Shattered Legends, cette conclusion ne s'obtient qu'en New Game Plus, mode qui se déverrouille lorsque l'on finit le jeu avec une des 4 fins normales. Pour accéder à cette fin, il faut être entré dans une pièce appelée la chambre d'Henri, qui s'ouvre en utilisant 3 clés bleues, se trouvant respectivement dans un livre dans la bibliothèque de Fleta, en écoutant le rouleau de cire numéro 3 dans le manoir d'Arpé, et la dernière se trouvant dans la pièce où Goldia est jetée lors de l'accusation de meurtre, toujours dans le manoir de Harpé. Une fois les 3 clés obtenues, il est possible de déverrouiller la porte située dans la zone du crépuscule. A noter que l'on obtient cette fin que lorsque Goldia ne possède qu'un seul et unique Regalia, autre que celui d'Aigliette. Il faut ensuite continuer le jeu jusqu'à la fin. Là, nous retrouvons Angel, qui parvient à manipuler Goldia, lui promettant que si elle lui donne le miroir, elle pourra les réparer, faire en sorte qu'elle ne soit qu'une seule et même personne. Évidemment, Angel ne tiendra pas parole, et se moquera directement de Goldia, avant de faire apparaître sa faux et de tuer la pauvre fille. Alors que le corps sans vie de Goldia traîne par terre, le Strange Boy apparaît pour féliciter Angel, et lui demander le miroir, ce qu'elle refuse évidemment de faire. Au même moment, un étrange personnage habillé de bleu s'avance. Angel ne comprend pas ce qu'il se passe, et par peur pour sa vie, décide d'attaquer le démon, qui parvient à éviter l'attaque de peu. C'est alors que le monde se brise, tout comme Angel, qui finit en éclats, n'étant pas parvenue à obtenir ce qu'elle désirait, le bonheur. S'ensuit une discussion entre les deux personnages, dont on apprend le nom de celui en bleu, qui se nomme, vous l'aurez deviné, Henri. Le plus horrible dans tout ça, c'est que Angel, bien que brisé en morceaux de verre, est toujours en vie, piégé dans cette prison de glace. Henri parvient à convaincre le démon de la laisser en vie, et de la conserver en tant que trophée pour sa collection d'âmes perdues. Il existe donc un total de 7 fins pour Pocket Mirror, les 5 que je viens de citer considérées comme des fins normales pour les 3 premières, et secrètes pour les fins Witching Hour et Shattered Delusions. Les 2 autres sont les bad endings Porcelain et Blindness, que j'ai cités précédemment, et qui s'obtiennent en faisant les choix ou actions respectivement dans la zone de Fleta et dans la zone d'Arpé. Je disais précédemment que je considérais la fin Down comme canon, la true ending, mais il n'existe pas de vraie fin dans Pocket Mirror. C'est à chacun de choisir ce que l'on préfère et de la considérer comme la meilleure possible pour l'histoire. Malgré tout, la fin Down est quand même référée comme la true ending, mais seulement dans les fichiers du jeu. Rien n'est officiel et il est possible que les développeurs l'aient envisagée comme étant la vraie, mais sont revenus sur leur décision. Ces différentes fins nous ont permis d'en apprendre davantage sur tous les personnages et éléments du jeu, de savoir de quoi souffre Goldia, et surtout de connaître son véritable prénom. Maintenant, il reste à comprendre qu'est-ce qui l'a mis dans cet état, et pour quelle raison. Pocket Mirror est très complexe à comprendre, et il est très probable que la première fois que l'on fait le jeu et que l'on obtient la fin Platinum, on ne comprenne rien du tout à ce qu'il s'est passé, et que l'on finisse avec davantage de questions qu'au commencement. Le plus mystérieux reste les personnages, comprendre qui elles sont et ce qu'elles veulent de Goldia. Avant d'entrer dans les détails, je vais exposer une théorie sur l'histoire du jeu, plus précisément sur l'histoire de Goldia. Pour cela, je vais m'appuyer des 2 fins qui sont les plus intéressantes selon moi, la fin Little Goody to Choose et Down. La première des fins nous permet d'apprendre le nom de notre personnage, se nommant Goldia. On peut plus ou moins le deviner vers la fin du jeu via le menu pause, où son nom apparaît progressivement lorsque l'on récolte les différents Regalia, sans pour autant avoir la toute dernière lettre permettant de le connaître officiellement. La seconde nous permet de voir Goldia dans une pièce que l'on a plusieurs fois traversée dans le jeu, qui est en fait sa chambre d'hôpital. Un bureau se trouve un peu plus haut, sur lequel est posé un document de santé nous procurant diverses informations sur Goldia. On y apprend entre autres son nom complet, Goldia D. Eilish, sa date de naissance, le 16 juillet 1862, ainsi que son année d'admission dans un hôpital autrichien, en 1878. Plus intéressant encore, on y découvre que ses parents sont décédés, et surtout qu'elle souffre de divers troubles mentaux qui seront la base de Pocket Mirror, souffrant de démence précoce, un ancien terme médical désignant la schizophrénie, de dissociation de la réalité et de l'identité, de bipolarité, ainsi que de folie générale. Goldia a donc un mental très affaibli et a été admise en hôpital à l'âge de 16 ans. Il est estimé que durant la fin Down, et donc durant le jeu, Goldia a environ 20 ans, elle serait donc internée depuis près de 4 ans. Maintenant que l'on en connaît davantage sur qui est la Goldia du monde réel, il serait intéressant de savoir pourquoi elle a fini dans cet état. Et pour ça, il faut examiner le jeu, les dialogues, les textes et lettres,
ainsi que les différents théâtres du Strange Boy, qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'enfance, le foyer et la famille de Goldia. J'ai parlé avant de monde réel, sous-entendant donc qu'un monde irréel existe. Bien entendu, il s'agit du monde que l'on parcourt durant l'aventure de Pocket Mirror, qui est en fait une illusion créée par Goldia à cause de ses troubles mentaux et de sa dissociation de la réalité. Sa psyché étant tellement atteinte à cause de ses traumatismes, elle a dû créer tout un monde pour se protéger, et pour finalement trouver en quelque sorte une guérison et une rédemption. Tout ça lui est possible grâce au miroir de poche, possédant des pouvoirs mystérieux. La Goldia que nous contrôlons tout au long du jeu n'est pas la Goldia du monde réel. Il s'agit là d'une projection de son idéal, une image qu'elle interprète comme parfaite, qu'elle voudrait devenir. Elle est douce, amusante, jolie et raffinée, gentille, compréhensive, calme, indépendante et autonome, endurante, intelligente, bref, elle n'a que des qualités. Elle est exempte de défauts pour une bien bonne raison, c'est que ce sont les personnages de Fleta, Harpé et Lisette qui ont hérité de ses troubles et imperfections. Ces trois personnages sont des reflets de la personnalité brisée de Goldia, à la fois ses défauts et ses peurs causés par ses traumatismes et blessures, l'ayant impacté au point de lui provoquer des troubles mentaux. Il est même possible que la Goldia de l'illusion ne s'appelle pas en réalité Goldia. Je m'explique. Au travers des dialogues, Goldia est nommée par des points d'interrogation, 4 pour être plus précis. Or, dans le nom Goldia, il y a 6 lettres, visibles d'ailleurs dans l'écran de pause. On pourrait s'arrêter là-dessus en disant qu'il ne s'agit là que d'un détail, mais pourquoi en mettre seulement lors des dialogues alors qu'il y en a 6 dans le menu pause? Et surtout, pourquoi lorsque l'on rencontre Fleta, 5 lettres, Harpé, 6 lettres, et Lisette, 7 lettres, elles sont d'abord présentées par 6 points d'interrogation. Selon moi, la Goldia du monde d'illusion ne s'appelle pas véritablement Goldia, étant comme les 3 autres filles, une projection de la personnalité de Goldia, ne pouvant donc pas avoir son nom. Je pense que les 4 points sont là pour indiquer qu'elle a un nom différent, par exemple Gold, afin de faire comprendre qu'étant exempte de défauts, elle est aussi une projection et donc incomplète. Le but non explicite du jeu est donc de rallier les défauts de Goldia avec sa personnalité parfaite, Gold, afin de pouvoir retourner dans la réalité et de vaincre ses troubles en les acceptant. Mais bien évidemment, Fleta, Harpé et Lisette, incarnant un mal certain, n'ont pas le même dessein. Elles veulent pervertir Gold en la manipulant et en la contrôlant, chacune d'une manière différente. Ces 3 personnalités représentent chacune une période de la vie de Goldia, l'enfance, le début de ses troubles psychiques et l'emprise totale de ces derniers. La première que l'on rencontrera est Fleta et sa poupée Egliette, représentant l'enfance de Goldia, étant immature, impulsive, égoïste, une enfant pourri gâtée. Fleta est donc une illusion créée pour combler la solitude de Goldia. Fleta souffre de solitude et fera tout pour garder Gold à ses côtés, montrant par là la douleur que ressentait Goldia face à l'abandon de sa mère, Élise, une femme malade qui s'enferme dans sa chambre, le rejet de son frère Henri qu'elle trouve dégoûtant et brutal, et par la non-présence de son père Roman, occupé par la guerre sévissant à cette période, lorsque Goldia n'était qu'une enfant. Egliette est d'ailleurs la poupée offerte par son père. On apprend dans un des textes du jeu que Goldia voulait une poupée, qu'elle aurait appelée du nom de sa seule amie, Claire, mais finalement elle gardera le nom d'Egliette, étant celui que son père a choisi afin de garder un lien avec lui, lui qui est si peu présent. D'ailleurs, Goldia rêve de pouvoir aller en ville pour pouvoir jouer avec d'autres filles. Elle se sent isolée chez elle, seule avec sa mère malade et son frère négligent, mais elle est tout de même suivie par un tuteur qui, malheureusement, décédera, laissant de nouveau Goldia seule. Et malgré que la disparition de ce dernier lui permette de pouvoir jouer dehors, la pluie viendra gâcher ce moment de liberté et la fera retourner dans sa solitude, se cachant dans la chambre de sa mère, dont elle a désormais accès pour une raison inconnue pour l'instant. Fleta fera tout son possible pour que Gold reste à ses côtés pour toujours, allant jusqu'à la menacer, mais elle fera cela toujours de façon capricieuse, tentant de la convaincre de façon maladroite. Fleta est donc la période permettant aux troubles de se développer à cause d'un foyer instable et d'une solitude la blessant profondément. Bien entendu, la quantité de troubles ne vient pas seulement de son enfance, mais aussi de sa mère, qui elle-même souffrait de différents maux, mais nous reparlerons d'elle plus en détail dans la vidéo. La deuxième personnalité est Harpé, représentant la préadolescence de Goldia, le moment où les troubles mentaux commencent à apparaître. Harpé représente la possession et le déni, la période durant laquelle elle voulait montrer aux autres qu'elle était stable afin de ne pas être un fardeau pour autrui. Harpé souffre d'ailleurs de cécité, symbolisant le déni vis-à-vis de sa maladie et de son état, Goldia ayant peur de décevoir et perdant confiance en elle-même. Dans le jeu, Harpé refusera toute aide qu'elle recevra et se vexera si on le lui impose, ne voulant pas être un fardeau pour autrui et pour les personnes qu'elle aime. D'ailleurs, Harpé appellera Goldia « mon enfant » plusieurs fois, chose que Goldia a déjà fait pour mentionner Fleta,
montrant qu'au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, Gold évolue, acceptant la phase qu'elle vient de traverser, en l'occurrence Fleta et l'enfance. A l'inverse de Fleta, Harpé tentera d'envoûter, de posséder Gold pour elle-même, en la manipulant et en allant même jusqu'à essayer de la droguer via une substance présente dans le thé qu'elle prépare. Un autre détail pertinent est celui des bruits d'aiguilles et d'horloges présents dans les différentes salles du manoir, qui pourrait symboliser le fait que les douleurs et la maladie que Goldia tente de cacher aux autres est inéluctablement sur le point de ressurgir, que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne tombe dans la folie et la souffrance à force de se voiler la face et de ne pas vouloir ou pouvoir être aidée. En somme, elle fuit la réalité, ne l'acceptant ou ne la comprenant tout simplement pas. La troisième et dernière personnalité est celle de Lisette, représentant la phase adolescente de Goldia. Étant la dernière personnalité que l'on rencontre, on peut aussi imaginer qu'il s'agit là de la phase où Goldia est consciente de sa maladie, de sa situation, totalement contrôlée par ses troubles, la rendant violente et agressive, car totalement en désillusion avec la réalité. Elle représente la colère, la haine contre sa maladie et contre sa famille et ses tuteurs qui l'ont maltraitée. Elle symbolise aussi tout le chagrin et la mélancolie profonde qu'elle ressent, se sentant trahie et abandonnée par ceux qu'elle aimait. La folie de Lisette est d'autant plus montrée par ses rires frénétiques et malsains, et sa colère et sa haine se ressentent toujours lorsque d'autres personnages parlent. Elle ne supporte plus de les écouter, au point de les interrompre sans cesse. Le nombre élevé de Lisette dans la zone indiquait aussi son état de schizophrénie, démultipliant ses personnalités à cause de sa folie l'ayant complètement consumée, au point même de tuer ses autres Lisettes. Ce comportement indiquerait que Goldia avait peur de vivre, de continuer à exister en étant dans cet état-là. C'est pour cela qu'il y a autant de sang, de cadavres, d'armes, en l'occurrence des ciseaux, dans toute la zone de Lisette. C'est d'ailleurs ici que Goldia se blessera le plus, faisant sans doute écho à d'éventuelles mutilations et autres comportements autodestructeurs auxquels Goldia aurait eu recours, étant totalement à bout à cause de son état. Là où les autres personnages veulent garder Gold pour elle-même, Lisette, elle, semble consciente qu'elles sont en réalité la même personne, que Gold est Lisette et que Lisette est Gold. Elle tentera donc de la tuer afin de, en quelque sorte, l'intégrer en elle-même. Lisette est donc consciente de son état, et c'est bien pour cette raison qu'elle est la seule à prononcer le nom de Goldia, à de multiples reprises d'ailleurs. Bien que son nom soit griffonné dans les dialogues, cela montre que Gold est sur le point de découvrir la vérité et de se rétablir, mais qu'il lui reste encore des étapes à franchir, qu'elle doit encore accepter et sauver Lisette, accepter ses défauts et ses troubles, accepter la réalité. C'est pour cela que son nom reste barré. Ces trois personnages que l'on rencontre veulent garder Gold pour elle, soit en l'incitant à rester à ses côtés, soit en la manipulant pour la contrôler, ou bien en tentant de la tuer pour la garder, dans le but que la personnalité la contrôlant, le trouble, puisse prendre le dessus sur la mentalité de Goldia. Fleta, Harpé et Lisette sont donc les manifestations des troubles de Goldia, ne voulant pas partir et devant être dominée et acceptée afin d'en être libérée, un peu comme une dépression est difficile à faire partir et qu'il est nécessaire de l'accepter pour pouvoir avancer. Il y a un autre personnage important qui se dit être Goldia, il s'agit de Angel. Bien qu'elle dise directement à Gold qu'elle s'appelle en réalité Angel, car ce sont toutes les deux la même personne, elle n'est pas une personnalité de Goldia, elle est la création du démon, du Strange Boy, qu'il a créé pour manipuler Gold à lui donner le miroir de poche, qui, vous l'aurez compris, est un élément central du jeu dont on va reparler très vite. Angel est impulsive et manipulatrice, et on peut remarquer sa cruauté et sa violence dès la première rencontre avec elle, qui n'est pas lorsqu'on la voit dans la pièce éphémère dans le manoir de Harpé, mais au tout début du jeu, dans la toute première pièce où Gold se réveille. On ne la voit pas entièrement, en fait on ne voit seulement que son doigt. Lorsque l'on revient dans la première pièce du jeu après avoir placé l'orbe bleue, l'endroit est en désordre, rempli de sang et avec un doigt par terre. Il s'agit là en fait du sang de Angel, ainsi que de son doigt, qu'elle a perdu en s'énervant contre le miroir duquel elle voyait Gold, le Strange Boy lui ayant ordonné de récupérer le miroir, en échange de quoi il ferait d'elle une véritable personne. On peut d'ailleurs le remarquer la toute première fois que l'on voit son sprite, car en regardant de plus près, on peut remarquer qu'il y a un bandage ensanglanté sur l'une de ses mains, sur son annulaire gauche qui est sectionné. Angel est donc le pantin du Strange Boy, ce démon qui en a après le miroir de poche de Gold. Mais pourquoi ce miroir est-il si important, que ce soit pour Gold ou pour le démon? Pour comprendre ça, il faut découvrir d'où vient ce miroir et qui l'a donné à Gold. Elise est donc la mère de Goldia et l'une des causes de tous les troubles et problèmes de sa fille, car en effet, le passé de Elise a condamné celui de Goldia. Lorsqu'elle était plus jeune, Elise était une jeune fille vivant dans un petit village en Allemagne. Elle était ambitieuse,
mais très pauvre, dormant dans le froid et travaillant très dur, rêvant de pouvoir manger à sa faim et d'avoir un meilleur destin. Un jour, une femme âgée lui raconta une rumeur, celle d'un étrange personnage caché dans la forêt qui exaucerait les vœux. La jeune Élise, alors âgée d'environ 17 ans, partit alors à la recherche de cette personne mystérieuse, accompagnée d'une certaine Rosemary, une de ses amies. Son aventure en quête de vœux est le sujet principal de la préquelle de Pocket Mirror Little Goody Two Shoes. Élise réussit à trouver l'étrange exauceur de vœux qui se révèle être le Strange Boy, mais perdit en chemin son amie Rosemary qui mourut. Son souhait de bonheur et de richesse pour sa famille et elle-même lui coûtera le nom de sa fille. Elle condamnera donc Goldia en donnant son existence au Strange Boy. Élise continua sa vie et obtint ce qu'elle voulut. Elle se maria à un certain Roman, un militaire gradé, homme riche et de renommée, peu présent avec sa famille car occupé par les guerres sévissantes en Europe. Élise se maria d'ailleurs avec lui seulement pour son statut et sa richesse, ne l'aimant pas réellement. Le couple eut 2 enfants, des jumeaux, Henri et Goldia. Mais malgré tout, Élise n'était pas heureuse et finit peu à peu par sombrer dans la folie et la mélancolie. Depuis la mort de son amie Rosemary, cette dernière l'a hantée. Elle entendait sa voix, et il arrivait même régulièrement que Henri et Goldia surprenaient leur mère, parlaient au mur et pleuraient. Élise devenait de plus en plus sombre, adoptant des symptômes de schizophrénie, et avec l'absence régulière de Roman, le foyer devint véritablement chaotique. En plus de cela, ayant défié le pacte du Strange Boy, ce dernier vint la hanter dans ses rêves dans le but de la faire flancher. Les différents fragments qui forment la Liebesbrief, la lettre d'amour destinée à ses enfants, et particulièrement à Goldia, nous permet d'en apprendre plus sur le ressentiment de Élise vis-à-vis de cette malédiction. On y apprend qu'elle est mourante, et qu'elle regrette d'avoir sacrifié sa fille pour obtenir le bonheur. Elle est tourmentée par ses actes, et lui demande le pardon. Elle ajoute aussi qu'elle doit garder ses souvenirs proches de son cœur, ce qui est la phrase du début du jeu. Élise a donc offert le miroir de poche à Goldia pour défier la malédiction, afin qu'elle ne puisse pas perdre son identité et avoir une chance de garder sa mémoire. En défiant la malédiction, elle empêche son âme d'être prise par le démon. Élise n'a pu qu'apporter que la destruction dans sa famille, vendant sa fille au Strange Boy et détruisant sa psychologie, et poussant son fils Henri à lui aussi contracter un pacte avec le démon dans le but de pouvoir s'éloigner de sa famille. Bien qu'à l'inverse de sa sœur jumelle, Henri ne fut pas maudit par sa mère, il n'était pas un enfant comme les autres. Le pacte d'Élise n'a pas eu de conséquences seulement sur sa propre santé et sur la vie de sa fille, mais aussi sur son fils. On peut imaginer qu'après ce pacte, le développement de sa mélancolie la changea intérieurement au point que ses enfants en sont impactés, car en effet, bien que Henri ne fut pas maudit, il fut touché par un autre fardeau, celui d'entendre les morts durant la nuit et de pouvoir parler avec eux. De ce fait, Henri était très renfermé sur lui-même, se terrant dans sa chambre et écrivant beaucoup, ce qui dérangeait beaucoup la pauvre Goldia, qui se sentait davantage seule de ne pas pouvoir bien s'entendre avec son frère. Dans un des audios que l'on peut écouter dans la librairie de Harpé, on peut entendre Henri raconter qu'il est au courant du contrat de Élise avec le Strange Boy, révélant qu'il pense que ce soit mieux que Goldia se fasse enlever par le démon, ne supportant pas que sa sœur ne le reconnaisse plus, et la préférant morte que mentalement brisée. Il termine en disant qu'il l'aime et espère la revoir un jour. Un théâtre basé sur Henri est sorti en 2020. Dedans, on apprend qu'après la mort de Élise, les choses se sont compliquées. En effet, c'est à ce moment-là que la mentalité de Goldia chuta complètement, ce qui permit à la malédiction de prendre forme et de diviser son esprit en 3 parties, correspondant à Fleta, Harpé et Lisette. Elle ne reconnaissait plus son frère. En même temps, son père faisait comme si tout se passait bien, ne voulant pas dégrader les relations avec les autres familles nobles. Cet environnement instable poussa donc Henri à contracter un pacte avec le Strange Boy dans le but de s'éloigner de sa famille. Il donna son nom en échange. Une théorie importante de la première version de Pocket Mirror avançait que Henri serait en réalité le Strange Boy. Cette théorie a été démentie par les développeurs, et le remake laisse comprendre que Henri est désormais un servant du démon. Ce démon dont on parle depuis longtemps est donc le principal antagoniste de Pocket Mirror, ayant manipulé Élise et Angel, et maudit et tourmenté Goldia en brisant son esprit. Il est sadique et aime voir les gens souffrir. Il est aussi celui qui a placé toutes les citrouilles dans l'illusion. Si le Strange Boy en veut autant à Goldia, c'est à cause du miroir de poche que Élise lui a donné, car en tentant de sauvegarder l'identité de Goldia, le pacte ne peut être résolu, et de ce fait, le Strange Boy ne peut pas prendre l'âme de Élise. Après la mort de la mère de Goldia, le démon put corrompre et totalement placer sa malédiction sur la jeune fille, totalement brisée mentalement par tous ces événements.
Il brisa son esprit en 3 fragments, la plongeant dans une illusion d'où seul le miroir de poche peut l'en faire sortir. Afin de pouvoir le lui voler, il créera Angel et la manipulera, lui disant qu'il ferait d'elle une véritable fille si elle lui apportait ce qu'il voulait. Bien entendu, il lui mentait, prévoyant de l'éliminer dès qu'elle aurait réussi sa mission. Pocket Mirror nous raconte l'histoire de Goldia, une fille brisée et maudite par sa mère, ayant conclu un pacte avec un démon en échange du nom de sa fille. Elle tenta de défier le démon en offrant un miroir de poche à Goldia dans le but qu'elle garde son identité, ce qui empêchera le Strange Boy de prendre son âme. Malgré tout, Elise sombra dans la folie, et sa fille Goldia commença à se briser mentalement, jusqu'à la mort de sa mère, moment où Goldia sombra totalement à une illusion onirique, et sa personnalité fut brisée en 3 parties. Abandonnée par tous, elle fut admise dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 16 ans. Dans cette illusion, Goldia doit réussir à se rallier avec ses différentes parties, étant les réflexions de ses traumas et de ses défauts. En plus de cela, une mystérieuse fille nommée Angel tentera de la manipuler afin de lui reprendre son miroir de poche. Dans le but de retrouver la mémoire, Goldia devra sauver Fleta, représentant son enfance, Harpé, sa préadolescence, et Lisette, son adolescence et le moment où sa maladie explosa complètement. Les sauver lui permettra de récolter des régalias, des objets lui appartenant et étant des fragments de sa mémoire. Au fur et à mesure de sa progression, Goldia va vouloir comprendre pourquoi elle est dans cet état-là, se rendant compte de sa souffrance et de l'illusion qu'elle s'est créée au moment où elle fait face à une Lisette dominée et affaiblie, mais toujours enragée. Lisette dit elle-même qu'il s'agit d'une illusion dont elle ne fait pas partie. Elle se rend compte que tout cela se passe dans sa tête, dans la tête de Goldia. Ces personnalités qu'elle s'est inventées peuvent et doivent être contrôlées, car elles font partie d'elle. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque nous sommes dans un groupe avec Fleta ou Harpé, nous pouvons contrôler et diriger la personnalité, car dans tous les cas, que ce soit Fleta, Harpé et Gold, nous jouons Goldia. Le fait de briser les personnages symboliserait la volonté de briser ses défauts, combattre ses troubles et ses maux, et aller de l'avant, ne voulant plus revenir en arrière, tout comme il n'est pas possible de retourner dans les zones explorées auparavant, étant celles des personnalités déjà combattues et acceptées. Il s'agit du passé et seul le présent et le futur rétablissement comptent. Chaque petit pas importe vers son rétablissement définitif. Et cette acceptation est montrée dans la zone du déjà-vu, où l'on peut voir Fleta, Harpé et Lisette rentrer dans des chambres, symbolisant par là le fait que Goldia accepte enfin ses troubles et défauts, qu'elle les accueille comme une part d'elle-même. Il existe plusieurs fins dans Pocket Mirror, mais celle que je trouve la plus importante est la fin Down, où Goldia se réveille. Ici, il n'est pas question de recommencer le passé, mais de continuer le présent et d'envisager le futur. Toute cette aventure a permis à Goldia de tirer un trait sur son passé, il faut aller de l'avant, et cela lui est permis car elle a brisé la malédiction et s'est échappée de l'illusion. C'est une femme nouvelle, une femme rétablie, libérée de tout mal. On pourrait s'arrêter sur cette note positive s'il ne restait pas un détail, la présence du miroir. Le fait que Goldia le possède toujours pourrait indiquer que la malédiction est toujours en elle. Mais il ne s'agit là que de 2 théories, libre à vous de choisir celle que vous préférez. Pocket Mirror est un jeu incroyable et vraiment accessible. L'histoire est prenante et les personnages sont attachants, et je vous conseille vivement d'y jouer et de vous faire votre propre idée, ainsi que vos propres théories sur Goldia, ou sur n'importe quel autre personnage. Le jeu nous réserve encore sans doute des mystères, et la suite appelée Little Goody Two Shoes viendra éclairer davantage sur la vie de Elise, la mère de Goldia, ainsi que sur le Strange Boy. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.